pour le débat de cet après-midi. C'est les coopératives qui vont nous intéresser. Les coopératives qui sont présentées comme un acteur majeur de l'économie sociale et solidaire, qui fait couler beaucoup d'encre dans la presse et qui est présenté comme un avenir plus humain pour l'économie. Ces coopératives dans le milieu agricole, et cet après-midi, on va surtout s'intéresser au domaine laitier notamment, connaissent des dérives. On l'a vu par exemple pendant la crise du lait, des agriculteurs coopérateurs manifestaient devant leur laiterie parce que le prix du lait était trop bas, alors que ces agriculteurs coopérateurs sont censés être les principaux propriétaires en fait de leur coopérative et du coup on peut y voir là une dérive ou en tout cas un dysfonctionnement. On a vu aussi que c'était une coopérative belge qui qui récoltait le lait des 1000 vaches, bien loin de la Belgique pourtant, alors qu'elle paye déjà à un prix très peu rémunérateur ses propres coopérateurs. Et on peut se demander quel est le lien au territoire d'aller chercher du lait dans un autre pays et si loin de ses bases. Alors, pour autant, les coopératives, elles assurent un service d'utilité publique et elles assurent aussi, elles ont quand même une gestion différente de l'entreprise. Et puis, pour débattre un petit peu de tout ça avec nous aujourd'hui, on a Hubert Garot, qui est président de Terrena, une coopérative de l'ouest de la France, pas que laitière d'ailleurs. On a Jacques Chiron, qui est fondateur de Biolait, et Nicolas Giraud, qui est secrétaire national de la Confédération paysanne en charge de l'élevage, et lui-même coopérateur dans le Jura. Alors Hubert, pour commencer ce débat, comment est-ce que vous, à Terrena, vous évitez les dérives et comment est-ce que vous vivez la coopération ? Merci, bonjour à tous. Oui, nous, notre coopérative, elle est à l'image de l'agriculture des départements sur lesquels on travaille. Elle est multiproduction, puisque nous faisons toutes les productions que l'agriculture supporte, parce que la coopérative est le prolongement de l'exploitation agricole. Alors après, vous parlez beaucoup de dérives. Et c'est pour ça que si j'ai accepté d'être là cet après-midi, derrière, je voudrais essayer qu'on échange entre nous, que la taille de la coopérative ne donne pas une garantie dans le cadre du sens qu'on veut donner à l'acte coopératif. Quelle que soit la taille, je pense qu'il peut y avoir des choses qui dérivent, mais c'est pas parce que c'est une petite, ça va être plus vertueux qu'une grosse. Je pense que c'est la volonté des hommes et la volonté de cette gouvernance qui est un peu particulière, qui est une gouvernance par binôme. Moi, je suis président et on a un directeur, et c'est nous faisons la stratégie de la coopérative. Alors pour preuve, comment qu'on peut donner du sens, et on aura l'occasion d'y revenir, c'est qu'en 2008, on a fait un axe stratégique qui est du produire autrement. Alors au travers de l'agriculture écologiquement intensive, la nouvelle agriculture ou l'agroécologie, mais c'est comment on peut apporter des nouvelles façons de produire pour que le consommateur a une attirance un peu particulière pour les productions de nos régions. Alors sur quoi on s'est basé? On a fait une enquête auprès des agriculteurs de Terrena, et l'entrée de cette enquête, c'était les OGM, quelle était leur perception, et c'était aussi, on était au lendemain du Grenelle de l'environnement, comment le monde agricole, les agriculteurs eux-mêmes, adhérents de Terrena, se positionnaient par rapport à ça. Alors je pense qu'on est les seuls à avoir fait ça, et ça a été un élément important pour nous pour définir la stratégie. Et puisqu'ils nous disaient ouvertement qu'ils étaient contre les OGM, et donc ça nous a positionnés d'une façon très résolue sur ce type d'action. Ils nous ont dit ils savaient qu'il fallait réduire d'une façon significative l'utilisation des pesticides, et ils nous disaient ouvertement: aidez-nous à le faire.
Parce que nous ne pouvons pas derrière une utilisation d'un pesticide ou d'une antibiotique, il fallait avoir une méthode alternative. Ah, c'est sur ça qu'on s'est engagé et c'est là qu'aujourd'hui on débouche sur un sens nouveau, puisqu'il y a beaucoup d'animations. Alors nous, c'est 500 réunions par an, beaucoup d'animations avec nos adhérents, et sur comment on peut collectivement progresser sur se produire autrement. Alors, et derrière, on s'est engagé, je reviendrai plus tard si vous me posez la question, on s'est engagé à ce que ce type d'acte se traduit par un plus économique dans leur exploitation. Alors voilà comment nous, on veut donner du sens. C'est une gouvernance qui est un peu particulière, qui s'appuie sur un binôme, et qui derrière, en fonction des hommes et de la volonté des hommes, je pense que vous m'entendrez parler beaucoup de ça parce que je pense que ça ne se décrète pas le sens qu'on peut donner à l'action d'une coopérative. Eh bien, c'est la volonté des hommes de conduire leur engagement coopératif de responsabilité, passer du temps, accepter de prendre sur soi, même des fois au détriment de la santé, je sais de quoi je parle. Et bien, quelque part, je pense que c'est ça aussi qu'on peut redonner du sens. Et je pense qu'il y a encore autre chose à faire demain dans le futur par rapport à ça. Merci beaucoup. Jacques, toi, tu es donc fondateur de Biolay, c'est pas une coopérative. Et pourtant, vous êtes inspiré des valeurs. Alors, comment est-ce que la coopération a inspiré le modèle de Biolay, que d'ailleurs, je pense que tu peux présenter pour l'auditoire. Bonjour. Donc, je suis cofondateur de Biolay. Parce que justement, ce n'est pas mon entreprise privée. Cofondateur, ça veut dire que nous étions un groupe. Et nous avions l'obsession de surtout ne pas devenir une coopérative comme celle que nos grands-pères avaient fondée. C'est-à-dire que la plupart d'entre nous connaissaient justement très bien les dérives de nos coopératives et avaient vraiment pas envie de les subir et avaient envie de faire mieux. Alors ce que je peux dire là-dessus, donc Biolay, oui, je le présente un tout petit peu en quelques mots. C'est donc au tout début, donc il y a 23 ans, 6 producteurs bio sur la Loire-Atlantique et le Morbihan qui souhaitent être acteurs dans la filière, dans une filière naissante et qui souhaitent surtout pas que ça soit des producteurs conventionnels de conseils d'administration de coopératives conventionnelles qui décident pour eux, pour nous. Donc c'est pour ça que nous avons voulu faire ensemble. Et faire ensemble, c'est coopérer. Coopérer au sens commun du terme. Ce sens commun qui a été préempté par la forme juridique de la coopérative. Donc les coopératives disent nous sommes la coopération. Nous, producteurs de Biolay, en 1994, nous avons considéré que nous allions faire de la coopération, mais pas forcément avec un statut de coopérative. Parce que première dérive de la coopération, des coopératives, c'est que pour que nous fassions une coopérative, il aurait fallu l'autorisation des autres coopératives. Et on ne l'aurait pas eu. Premier effet pervers de quelque chose qui était sans doute fait pour protéger l'idéal coopératif. Mais en fait, c'était pour protéger un monopole. On a vu ça dans l'insémination aussi, dans le passé. Donc, nous avons créé un GIE. C'est pas parce qu'on fait un GIE qu'on va faire mieux. Ça, par contre, ça a été très important. Et ça reste très important aujourd'hui où Biolay est une SAS. On a changé en 2006 de statut pour des raisons techniques, on va dire. On est une SAS, et ça ne veut pas dire qu'on fait mieux qu'une coopérative parce qu'on est une SAS. Ça ne nous empêche pas d'essayer de faire mieux, de faire le mieux possible. Mais notre, on va dire, adversaire, en l'occurrence, c'est d'abord nous-mêmes. Tous les jours, nous devons travailler pour éviter les dérives de la coopération. C'est même complètement de la même façon en SAS, comme l'a dit Hubert Garot, c'est une question de personnes et de nos choix personnels, de nos choix collectifs, de la manière dont nous nous organisons
dont nous nous faisons confiance, c'est très facile de dériver. C'est beaucoup plus facile que de réaliser l'objectif. Voilà, donc j'ai toujours pas présenté Biolait tel que c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est 30% du lait bio français sur 72 départements ou 73 aujourd'hui. Je crois que le 73 justement vient de se rajouter. Donc c'est le 73e. Et notre objectif, donc je fais le lien avec le débat, notre objectif, c'est un objectif transcendant, c'est la bio partout et pour tous. C'est pas juste, nous nous regroupons pour vendre notre lait ensemble. Nous nous regroupons pour le collecter, pour le livrer et le mettre à disposition des transformateurs. Ça, on va dire, c'est l'aspect matériel. Mais l'objectif transcendant, c'est que nous voulons développer la bio sans limite, pas forcément que dans Biolait, évidemment. Nous nous réjouissons à chaque fois que Terrena ou Sodial ou Lactalis ou Danone développent la bio, même si forcément ça suscite des réserves ou des craintes. Donc cet objectif transcendant, ça veut dire que ça permet à chacun dans le groupe de dépasser ses objectifs immédiats, personnels, de rentabilité pour sa propre ferme, etc. Voilà, donc Biolait, donc aujourd'hui c'est bien sûr des producteurs, des camions, des productrices, beaucoup, et beaucoup de clients, transformateurs qui, grâce à notre action, ont accès à la matière première qui n'est pas monopolisée par une dizaine d'industriels laitiers, coopératifs ou privés, si Biolait n'était pas là. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à quelque chose. Sur la notion de dérive ? Alors, comment on fait ? Voilà. C'est une obsession, encore aujourd'hui, de surtout pas tomber dans les mêmes travers. Et c'est assez facile parce que, enfin, ce qui est assez intéressant pour nous, c'est que tous les producteurs qui rejoignent Biolait, ils sont nombreux. Ils viennent d'ailleurs, avant ils sont en conventionnel, en lait conventionnel, donc ils livrent leur lait, ils le vendent à leur coopérative, s'ils sont en coopérative, ou à un acheteur privé, un client privé. Et en général, ils ont des difficultés pour venir, et à travers leur situation à eux, dont ils sont encore habités quand ils arrivent à Biolait, eh ben, on connaît par cœur toutes les dérives. Et je ne vais pas les énumérer ici, parce que ce n'est pas l'objet, je vais parler de Biolait, je ne vais pas parler des autres. Mais c'est un bon contre-modèle pour nous, pour ne pas faire pareil. Donc, un des principes de base, c'est la transparence. C'est pour ça que j'ai mis mon t-shirt où c'est écrit transparence ici. Parce que pour nous, c'est fondamental, mais ça veut dire qu'il faut le répéter souvent dans nos réunions, en CA, avec les salariés, avec les producteurs. Eh bien oui, la transparence, c'est pas à moitié. C'est pas quand ça nous arrange. C'est vraiment très exigeant. Et ça nous apprend à ne pas avoir peur. Parce que quand on ne veut pas faire la transparence, en général, c'est qu'on a peur des conséquences. On a peur que les infos se diffusent, alors que souvent, ceux qui ne devraient pas les avoir, ils les ont déjà. Donc de toute façon, ça ne change rien. Et puis ceux qui devraient les avoir, les adhérents notamment, il faut absolument qu'ils les aient. Et pour ça, il faut aussi même les répéter plusieurs fois. Donc, transparence, concertation, consultation, co-construction. Et ça ne doit pas être juste des mots, il faut que ça se traduise par des méthodes d'animation, des méthodes de rencontre. Et une des clés chez nous qui est précieuse et qui fonctionne très bien aujourd'hui depuis le début et qui fonctionne encore malgré la plus grande taille, c'est que par exemple tout nouvel adhérent a une présentation de Biolait par un administrateur ou un adhérent de sa région. Et jamais par un salarié. Et ça change tout. Ça ne veut pas dire qu'un salarié, ce n'est pas quelqu'un de bien. C'est que personne n'est mieux placé qu'un producteur pour parler à un autre producteur d'un projet justement collectif et transcendant comme celui-là. Donc, tant que nous sommes capables de tenir cette pratique-là, nous voyons bien que c'est incomparable. Et en plus, en termes purement des lois économiques, on peut dire que là, c'est un élément de différenciation, en plus. Donc il faut toujours lier les deux, parce qu'il ne suffit pas d'avoir des belles idées et de prendre des belles méthodes, il faut aussi que ça soit efficace économiquement. Donc nous organisons 3 fois par an des réunions de tous les adhérents, localement. Là aussi, c'est animé par 2 administrateurs, dont un des 2, en général, tourne.
C'est-à-dire qu'il y a l'administrateur local et puis il y a un administrateur qui vient d'ailleurs en France et qui vient faire un tour dans cette région. Là aussi, pas de salarié. S'il y a un salarié, il est là en observateur pour sa connaissance de l'entreprise et du groupement. C'est un gros travail, ça veut dire que c'est un gros investissement pour un grand nombre de personnes, puisque nous impliquons aussi un deuxième cercle, et ça c'est commun au modèle coopératif. Le deuxième cercle que nous on appelle adhérents référents, qui correspond à ce qu'on connaît comme titre de délégué dans les coopératives. En général, c'est les délégués de sections, de zones. Donc c'est une catégorie de producteurs qui s'impliquent plus, qui peut-être auront plus d'atouts pour devenir administrateurs un jour, et qui sont un relais important aussi vis-à-vis de l'ensemble des adhérents. Donc on a constaté, moi je l'ai constaté dans des lectures, que des grosses coopératives qui sont devenues des géants, qui ont gardé le fonctionnement coopératif, c'est celles qui ont investi énormément dans la formation interne, on va dire formation politique, formation à la connaissance de l'entreprise, à l'ouverture aussi sur le monde. Parce que le danger dans la coopérative, c'est aussi de rester centré entre nous. Et donc, chez nous, chez Biolès, c'est très important cet axe formation. Alors la formation, il y a différentes formes. Hein. Ça ne veut pas dire prendre des boîtes de formation toutes les semaines. C'est aussi la formation entre nous. C'est la transmission, c'est l'échange de différentes façons. Voilà, je ne sais pas si j'en ai encore d'autres. Et l'Assemblée Générale est plénière. Et c'est l'Assemblée Générale des actionnaires. Moi, j'aime bien l'appeler comme ça, même si en SAS, je crois que c'est une action, une part sociale, je ne sais même plus, de 250 €. Chaque ferme a le même capital, 250 €, a un droit de vote à l'Assemblée Générale. Mais la ferme qui ne vient pas, tant pis pour elle, elle ne va pas pouvoir voter, sauf en donnant son pouvoir, mais elle ne va pas pouvoir participer au débat. Et donc l'Assemblée Générale, bien que nationale, elle est plénière et elle n'est pas sur Internet. Elle est vraiment physique. Et sur 2 jours. Donc ça, c'est un défi. On n'aurait pas fait ça il y a 50 ans, évidemment, parce que ça aurait été compliqué de se déplacer. Mais néanmoins, aujourd'hui, ça paraît une montagne de réunir 80% des adhérents de la Cuba, des fois. Donc la distance n'est pas le seul critère. Donc nous, on arrive quand même à faire plus de 50% de présents physiquement. Et ça, on sait que les adhérents sont attachés à conserver ça. Ça fait partie des atouts. Merci beaucoup, Jacques. Avant de prendre vos questions, Nicolas va nous finir ce panorama de la coopération. Lui, il est coopérateur dans une fruitière où ils font du comté. Et vous, comment est-ce que vous vivez la coopération ? Comment vous essayez d'éviter les dérives de votre côté ? Bonjour à tous. Donc, moi, je suis paysan dans le Jura. Je suis aussi secrétaire national de la Confédération paysanne depuis peu. Et pour prendre un petit peu le contre-pied de mes deux voisins, un qui parlait de la taille et puis un autre qui parlait de l'héritage de nos grands-parents, qu'on ne voulait pas rester comme étaient nos grands-parents. Alors nous, c'est aussi une chance, mais moi, je suis né dans le bassin de la coopération. Je suis né en même temps dans le bassin de la conf. Je suis tombé dedans quand j'étais petit. Et justement, nous, le but dans nos coopératives en lait à comté, c'est d'avoir su rester à notre place, d'avoir su se mettre des règles qui nous permettent de conserver ce qui avait été mis en place par nos prédécesseurs et même de l'améliorer. Et l'histoire de la taille, c'est des choses qui ont été inscrites au fur et à mesure de l'interprofession du comté pour permettre à la fois de garder un nombre de coopératives important et forcément un terroir différent à chaque coopérative, donc un goût du fromage différent. Et en découle de ça un nombre de paysans plus important parce que voilà, des structures locales qui fabriquent le comté qui restent liées au territoire. Donc pour faire juste un bref historique, les coopératives à comté, elles sont nées au XIIIe siècle. Donc ça ne date pas d'hier.
Les premières, a priori, les premières productions datent de 1200 et quelques. Voilà. Aujourd'hui, on a à peu près 160 fruitières sur le massif du Jura, donc pas que le Jura, le Doubs et une partie de l'Ain, qui fabriquent donc du comté. Majoritairement, il y a d'autres AOP dans le massif du Jura, mais la majeure partie, c'est du comté. C'est la plus grosse AOP fromagère de France, c'est un peu plus de 65 000 tonnes. Et l'objectif, c'est de garder justement, et d'un, tous les coopérateurs, mais et de deux, aussi toutes les coopératives, pour garder, comme je disais, toutes ces spécificités. Donc aujourd'hui, c'est peut-être un petit peu le nœud du problème que nous, on peut toucher du doigt chez nous, dans nos systèmes coopératifs, dans nos petits systèmes coopératifs, c'est l'implication du monde paysan. Parce que comme partout ailleurs, les fermes s'agrandissent, malgré le fait qu'on ait un prix du lait rémunérateur, les paysans ont pour X ou Y raison l'envie, le besoin, surtout l'envie de s'agrandir. Donc ce qui fait que moins de temps, moins de volonté pour s'impliquer dans la coopérative, qui est pourtant la continuité du travail sur nos fermes. C'est-à-dire que nous, sur nos fermes, on produit le lait. Moi, on m'a toujours expliqué depuis gamin, on n'est pas producteur de lait, on est producteur de comté. C'est-à-dire qu'on produit le lait à la ferme, le lait est mis en commun à la fruitière, donc à la coopérative, et il est fabriqué par nos artisans fromagers, mis en commun, tous les laits sont mis en commun, et ensuite c'est l'affineur qui prend la suite dans l'interprofession pour affiner le fromage. Donc chacun a sa place, les producteurs, les fromagers, les affineurs et les metteurs en marché. Et juste pour faire aussi une petite aparté, tu parlais tout à l'heure de transparence. La transparence, c'est aussi au-delà de juste l'aspect fruitière, dans l'aspect de l'interprofession du comté, c'est quelque chose de central qui nous permet à nous, producteurs, d'être rémunérés à un niveau, je ne veux pas dire exceptionnel, je veux dire normal, parce que c'est un niveau qui rémunère notre travail normalement. C'est plutôt le lait partout ailleurs qui est rémunéré de façon anormale, à mon avis. Et cette rémunération, elle provient du fait de cette transparence. C'est-à-dire que autour de la table de l'interprofession se tiennent tous les échelons de la filière, producteurs, fromagers, affineurs et metteurs en marché. On connaît, nous, producteurs, la valeur des comtés qui sont vendus et le volume qui est vendu, ce qui fabrique ce qu'on appelle la MPN, la moyenne pondérée nationale, et qui nous permet de rebasculer la valeur ajoutée sur chaque échelon de la filière. Donc moi, c'est vraiment l'élément central que je vois dans l'intérêt de garder nos petites fruitières sur un territoire, c'est d'arriver à conserver au bout de nos fermes la transformation qui est le début de la valeur ajoutée. C'est-à-dire que si on perd cette transformation, si on la délègue à d'autres personnes, eh ben c'est le début de la perte de cette valeur ajoutée, parce qu'on aura du mal à un moment donné à remettre la main dessus, ne sachant pas où part notre lait, en quoi il est fabriqué, ni à quel prix il est vendu. Et donc ça, forcément, ça demande une implication forte du monde paysan, parce qu'il faut savoir que dans les 160 et quelques fruitières de la zone du massif du Jura, on n'a pas de directeur dans les coopératives, on n'a pas de salariés qui font le boulot de secrétaire, on va dire. C'est les paysans qui, en plus de leur temps sur leur ferme, passent du temps, j'allais dire de bénévole. C'est pas du bénévolat, parce que finalement, c'est quelque chose qui nous sert, parce que on se sert de ça pour justement garder cette valeur ajoutée. Donc c'est du temps qui est pris sur nos fermes, pour assurer la présidence, pour assurer le suivi des fromages, pour assurer le suivi des salariés. Et tout ça, ça demande du temps. Et on estime que c'est loin d'être du temps perdu quand on voit comment on est rémunéré dans la filière. Juste pour vous donner un petit exemple, moi, ma coopérative, donc moi je suis paysan en GAEC avec mon frère, on a 40 vaches laitières. Sur la coopérative, on
on livre en tout, on est 23 coopérateurs, 23 fermes à livrer la coopérative. Ça fait en gros une quarantaine de paysans. Et on fabrique sur la coopérative 6,5 millions de litres de lait à l'année, en comté majoritairement et un petit peu en morbier. Donc c'est pour vous donner un petit peu l'échelle du truc. Et moi, j'ai pas envie pour ouvrir un petit peu le débat, je pense pas que le système comté doive servir d'exemple. C'est pas quelque chose qui est reproductible et transposable n'importe où, n'importe comment. Par contre, ça doit éclairer un petit peu sur ce qui marche, pourquoi ça marche, et comment est-ce qu'on peut reproduire certaines choses ailleurs. Comment on s'en inspire. Donc pour moi, ça doit servir justement à la transition agricole. Ça doit servir l'objectif de la conf d'avoir un maximum de personnes qui aient la chance de changer de système. Parce qu'aujourd'hui, on voit que les politiques publiques ne permettent pas de changer de système. Et c'est là où je fais le lien entre notre système coopératif et les objectifs de la conf. C'est que si on veut arriver à permettre à un maximum de personnes de s'en sortir avec des prix rémunérateurs et un niveau de revenu normal, il faut qu'il y ait des politiques publiques ambitieuses qui puissent permettre de généraliser ce genre de système. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On en parlait juste avant, les derniers arbitrages PAC du ministre ont mis à mal la transition agricole, notamment au travers du bio, au travers des mesures agro-environnementales. Et tout ça alors que les déclarations partaient à l'inverse. Donc on pense que la transition agricole doit être permise par des politiques publiques ambitieuses qui doivent nous permettre à nous, paysans, de conserver cette valeur ajoutée sur nos fermes ou à la transformation, mais au bout de nos fermes. Merci beaucoup, Nicolas. Je vous propose qu'on prenne peut-être quelques questions et qu'on commence le débat. Vous pouvez aussi, n'hésitez pas à nous présenter des exemples de comment vous pouvez travailler avec vos coopératives pour aussi éviter les dérives ou justement de ce qui ne marche pas. La parole est à vous. D'accord, je colle au menton. Je voudrais aller complètement dans le sens de ce qui vient d'être dit, là, parce que moi, je fonctionne dans une coopérative qui n'est pas du lait, mais c'est vinicole. On est dans le Var, il y a encore beaucoup de petites coopératives. On est un canton à 6 villages, il y a 6 coopératives. Il n'y a pas de directeur, c'est l'ensemble des professionnels qui gèrent la coopérative, qui s'occupent de la transformation, qui se farcissent aussi la commercialisation. Ça fait 40 ans qu'on fonctionne dans cette coopérative. On n'a jamais eu de problème financier. Ça a toujours bien marché. L'appellation a bien marché. Il y a sur des petites coopératives, en tout cas vinicoles, il y a tout de suite au moins 30%, même si on est mal placé, de vente directe aux gens. Et la vente directe force à la qualité. À l'intérieur d'une coopérative, il y a une reconnaissance totale de tout apporteur. Il y a des gens qui ont des très petites exploitations qui sont sur le principe d'un homme, une voix. Et il y a une quantité d'avantages extraordinaires. Et au niveau de la viticulture, peut-être encore plus que chez les laitiers, on a une qualité de vie exceptionnelle parce qu'on n'a pas de bêtes à s'occuper toute l'année. Donc, on a des périodes creuses qui nous permettent de faire plein de choses. Et voilà, quoi. Oui. Oui, vas-y Philippe. Oui, Philippe Collin. Donc, moi, je suis livreur chez Biolay. Je suis aussi vice-président de ma coopérative qui est la COCEBI, qui est la plus ancienne coopérative de collecte de grains bio de France, qui a donc une trentaine d'années maintenant.
Alors, ce qui est bien quand on évoque, ou ce qui pourrait être bien, quand on évoque les dérives de la coopération, c'est qu'on puisse matérialiser ces dérives et les illustrer. Donc, la perte du pouvoir des paysans, pour moi, en est une. Après, je crois qu'il ne s'agit pas non plus d'opposer le bien au mal et tel type de coopération à tel autre type de coopération. Enfin, moi, je connais un peu quand même ces secteurs-là. Et on est là dans quelque chose qui est à chaque fois bien spécifique. Le lait bio, aujourd'hui, en France, c'est un marché segmenté sur lequel Biolay s'est inscrit, avec un esprit que je partage, bien évidemment. Je veux dire, c'est aujourd'hui la certification qui permet de protéger malgré tout ce marché du lait bio. Le marché du lait conventionnel, si on voulait faire la même chose, on n'y arriverait pas. Parce qu'on se retrouverait dans un marché qui est beaucoup plus concurrentiel. Ce n'est pas pour faire un débat sur l'économie, mais quand même un petit peu. Et puis sur le lait à compter, ben, il est encadré par une appellation d'origine, par un secteur géographique qui est bien spécifique. Et Nicolas disait on ne peut pas généraliser ce type de production à l'ensemble des productions. Oui, mais ce qui importe, c'est d'abord l'esprit, c'est-à-dire qu'on sorte dans l'esprit de certaines grandes coopératives qui dérivent pour aller jusqu'au bout, c'est-à-dire qui sont dans la recherche des marchés internationaux, de la mise en compétition des paysans les uns contre les autres. Ça, pour moi, c'est des dérives de certaines grosses coopératives. La taille n'est pas un élément unique pour définir la dérive. Tu disais, il est parfois très difficile de réunir dans une assemblée générale de CUMA 80% des adhérents. Donc la taille et la proximité ne sont pas un élément unique. C'est quel est le degré d'implication, quel est le projet collectif qui cimente les paysans autour de quelque chose dans lequel ils ont le sentiment d'être petit 1 considéré, petit 2 rémunéré. Et l'histoire de la coopération laitière notamment, elle est hélas à mettre en relation avec l'histoire de la politique agricole commune. Combien se sont engouffrés dans la facilité de la production du beurre et de la poudre parce qu'on était sûr d'avoir la restitution à l'exportation. Ce n'est pas un modèle de création de richesse. Et on a sans doute oublié un peu trop facilement, je dis nous parce qu'il ne faut pas opposer les vices des uns aux vertus qu'on aurait tous dans cette salle. Bien sûr, on est tous vertueux et le vice est ailleurs. Non, il ne faut pas tomber dans ce genre de discours. Il y a eu des moments politiques qui ont été propices à des politiques totalement aberrantes. Il y a sans doute besoin d'en faire le bilan et de regarder aujourd'hui comment on peut construire des filières dans lesquelles la création de richesse, la création de valeur ajoutée est présente en permanence. Et la question qui est derrière, qui nous est posée à tous, où qu'on soit, qu'est la libéralisation totale des marchés, la mise en place des contrats comme étant le seul univers indépassable, doit quelque chose qui nous permet d'inventer une nouvelle coopération. Merci Philippe. Attends, une seconde. Avant de prendre quelques autres questions, on va laisser les intervenants peut-être réagir à ces deux positionnements, à savoir la question de la taille qui est revenue 2-3 fois, et puis aussi la question de comment est-ce qu'on envisage la gouvernance, quel rôle en fait on donne aux paysans pour qu'elles ne soient pas dépossédées du pouvoir dans leur coopérative. Oui, moi je voulais rebondir puisque je pense qu'il faut identifier le pourquoi de ces quelques dérives et c'est pourquoi cette crise de confiance qui a des adhérents envers leur coopérative. Parce que on est quand même dans une mutation profonde autour de nous, que ce soit des mutations de communication, de générationnel, des structurelles. Et ça, c'est dû à une chose, c'est que la coopération, le mouvement coopératif portait des valeurs qui étaient vraiment reconnues par la société. Et le RSE, qui sont rentrés aujourd'hui dans l'ensemble des sociétés existantes, privées, fait que le plus coopérative n'est plus une différence par rapport à un autre type de société. La responsabilité sociale des entreprises. Donc, à un moment donné, il faut se dire, mais comment, nous, la coopération, on redonne du sens, on recrée ce sens coopératif pour ne pas avoir cette crise de confiance de la part des adhérents. Alors, il y a le prix. Il y a le prix, c'est une chose.
Mais après, il est vrai qu'il y a le prix affiché, la réalité économique, puisque une coopérative a beaucoup plus d'engagement. Quand vous voyez, quand vous redonnez en moyenne 8 à 10 euros par des actions spécifiques, en plus du litre de lait, alors je ne parle pas en volume, là je parle en euros, et bien souvent, dans les prix affichés, ne sont jamais... Il faut regarder ce que fait une coopérative sur son lien au sol et sur son dynamisme de territoire. Alors moi je pense que qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Nous, sur quoi on travaille? Sur quoi on travaille? D'abord sur l'innovation valeur. Alors c'est l'innovation valeur parce que l'innovation valeur, ça va être aussi une contractualisation avec un engagement de résultat et non un engagement de moyens. Vous voyez ce que je vous ai dit, hein. Quand je le dis, c'est parce que je l'ai annoncé en Assemblée Générale. Notre action coopérative envers des adhérents sera en obligation de résultat et non en obligation de moyens. Alors maintenant, il faut le construire. C'est comment on rend les exploitations des adhérents beaucoup plus résilients aux crises qui viennent. Il y a de la contractualisation, il y a des engagements réciproques. Ça, c'est la première chose. Il y a une deuxième chose, c'est l'innovation sociale. Parce que moi, je veux bien qu'on mette tout autour du prix. Mais à un moment donné, la promotion de l'homme qui a été faite, et ce que Jacques a dit, la promotion de l'homme qui a fait que les gens ont progressé, ont même réfléchi à des nouveaux modes de distribution, à des nouveaux modes de commercialisation, eh bien, il va falloir aussi que cette animation coopérative, quand Philippe dit ne faut pas que l'homme perd le pouvoir, faut pas que l'homme perde le pouvoir, mais il ne faut pas aussi que la coopérative perde son animation. Parce que regardez autour de vous, quand je vous ai dit 500 réunions, alors il est vrai qu'on mobilise beaucoup mieux, et il y a des collègues qui sont là, on mobilise beaucoup mieux sur l'animation autour de la production. Quand on fait des réunions bovines, des réunions volailles laitières, là on fait le plein. Mais dès qu'on arrive sur des réunions beaucoup plus plénières, transversales, derrière de décisionnel, eh bien on est... alors là, nous, on est en train de réfléchir et on va le mettre en place. Peut-être avoir des systèmes de co-construction sur des grandes orientations stratégiques avec des nouveaux modes de communication. Alors après, avec des systèmes assez parce que le gars qui achète que ses bouchons, est-ce qu'il a le droit... voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc, à un moment donné, il a le droit, il a une parole, il a le droit à une voix, mais derrière, dans la co-construction, c'est ça qu'il faut, parce qu'à un moment donné, et tout ça, eh bien, ça ne sera pas en affrontant. Quand il y a des dérives qui sont montrées, prouvées, on les montre du doigt, je suis d'accord. Quand il y a des volontés, quelle que soit la taille, des hommes de faire bouger cette gouvernance dans un sens pour développer une activité agricole sur un territoire, parce que je peux vous dire qu'il faut se battre tous les jours pour garder des outils industriels. Quand vous êtes engagé comme nous, il faut se battre tous les jours. Ça serait tellement facile de les laisser partir et d'aller faire le business ailleurs, comme certaines entreprises privées. Ça serait tellement facile. Alors donc, à un moment donné, dans la critique qui soit faite, sur le sens qu'on donne aux coopératives, sur leur volonté de développer une coopération, eh bien, il faut qu'elle soit analysée dans toute sa dimension économique, de performance, sa dimension d'innovation sociale et sa dimension d'aménagement du territoire. Et sur ça qu'on travaille. Peut-être qu'on peut prendre... Il y avait deux personnes devant qui voulaient poser quelques questions. Il y en avait déjà deux là? Ok, très bien. Bon, allons-y. Ouais. On va prendre plusieurs interventions là. Oui, bonjour. Moi, j'étais récemment producteur de lait en Beauce-Normandie. Oui, j'étais producteur de lait récemment en Beauce-Normandie. Donc le contexte n'est pas le même. C'est vrai que l'image de Biolay ou du Cantal, c'est une très belle image. Mais dans l'Ouest, c'est quand même une grande majorité de producteurs conventionnels qui ont vécu, à mon époque, la grosse coopérative l'UNL, quand on sait comment ça a terminé. Aujourd'hui, certains sont restés coopérateurs, d'autres sont liés avec la contractualisation qui n'est pas du tout ce qu'on aurait pu souhaiter. Alors maintenant, ils sont complètement liés
par cette contractualisation à leur transformateur. Alors beaucoup se demandent quelle alternative ils ont, sachant que aller vers de la production bio ne peut pas se faire du jour au lendemain. Et quand les investissements sont lourds avec une intensification importante, ils se sont rendus dans une voie sans issue. Alors maintenant, c'est vraiment une difficulté de faire réponse à cela. Alors quel est votre avis là-dessus? Merci. On continue? On continue? D'accord. Bonjour, Jean-Jacques Bailly. Je ne suis pas du tout coopérateur, agriculteur bien sûr, mais pas coopérateur, peut-être futur, au sein d'un magasin de producteurs dans lequel je suis beaucoup investi. C'est-à-dire qu'on réfléchit actuellement sur la mise en place de sociétés coopératives d'intérêt collectif, c'est-à-dire comment faire travailler les producteurs avec les consommateurs et les salariés d'un magasin. Donc ça, c'est un petit aparté, mais je pense que c'est important et c'est ce qui m'intéresse un petit peu dans le débat aujourd'hui. Deux choses que je voulais ajouter. Ça me semblait bizarre que Biolay ne soit pas une coopérative, et puis j'entends c'est une SAS. Et puis après, je me dis, une SAS, c'est quand même une société privée, et comment ils se débrouillent là-dedans. Puis après, j'ai entendu, c'est chaque producteur a une action, donc de 250 €, si j'ai bien compris. Donc je me suis dit, en fait, voilà, comment ils arrivent, en disant on n'est pas coopérative, mais avoir un système s'inspirant de ce qui est intéressant est important d'une coopérative, c'est-à-dire un homme, une voix. Et donc, bénéfice à partager, c'est entre les actionnaires dans la SAS. Donc là, ça me semble qu'il y a une cohérence là-dessus. Donc c'est peut-être la réponse à cette dérive qu'il pouvait y avoir à travers la structure SAS de Biolay. Et puis, deuxième chose, on n'oppose pas effectivement les systèmes. Moi, je dirais simplement que j'ai eu connaissance et j'ai été en confrontation avec une structure qui regroupe l'ensemble des coopératives de France, Coop de France, et je peux vous dire que Coop de France, ça c'est un outil assez destructeur par rapport à la Confédération paysanne. Je les ai toujours vus en opposition, très clairement se positionner pro-OGM, et puis, mais vraiment, là, on ne peut pas. Alors évidemment, c'est peut-être pas une structure coopérative Coop de France, j'en sais rien. Il n'empêche que ça regroupe toutes les coopératives de France, qui veulent y adhérer. Et là, je dois dire qu'on était totalement et tout le temps en opposition avec Coop de France. Donc, je crois qu'il faut quand même pas l'oublier. Merci Jean-Jacques. Une autre intervention peut-être? Oui, ça fait longtemps qu'ils ont levé la main. Je crois que c'était la dame à côté qui avait... Bon. Mettez-vous d'accord. Moi, je vais dire simplement, je suis surpris de vous entendre, il ne faut pas opposer les systèmes. J'ai vraiment le sentiment que les systèmes sont très opposés. Voilà. J'entendais tout à l'heure votre intervention qui disait on est deux patrons, on a interviewé nos coopérateurs en 2008. C'était il y a 10 ans. Et je n'ai pas le sentiment que la coopération, elle existe au travers de ce que vous avez décrit. Vous avez sûrement d'autres choses à dire sur ce sujet de coopération, mais voilà, j'ai l'impression qu'on peut les opposer. Alors moi, je suis simple consommateur, je ne suis pas producteur de rien. Allez. Ouais, sinon ça va être trop frustrant. Vas-y. Je peux y aller, c'est bon? Désolé. Ok, c'est bon. Pardon. Donc Alain Guiffès, paysan en Maine-et-Loire, producteur de lait, adhérent à Biolay et puis administrateur aussi accessoirement à Biolay. Moi, je poserais plutôt une question sur la convergence des luttes entre le système, le débat qu'on a aujourd'hui, et puis les luttes paysannes, et puis les débats qu'on a eu ce matin sur la grande scène, et notamment sur la question des OGM. Je pense que c'est un gros combat que la Conf mène depuis longtemps. Et aujourd'hui, je pense que le relais, il a été pris aussi par les organisations économiques, dont Biolay, qui, à son assemblée générale cette année, a validé le fait que chaque producteur devait montrer patte blanche quand il prenait des aliments à l'extérieur de sa ferme. Et notamment, et surtout, on interdisait, et ça a été voté à plus de 80% à l'Assemblée générale, on interdisait donc l'importation de soja, de tournesol, de colza et même de céréales extérieures. Pourquoi? Ce n'est pas une question de nationalisme,
C'est simplement parce qu'en France, il y a des gens qui ont, depuis 20 ans, mouillé leur chemise pour se battre contre les OGM, qui y sont quand même arrivés. Et aujourd'hui, le relais, il faut qu'il soit pris par les organisations économiques, et, dont Biolay, pour que les OGM. Et la question que je voulais vous poser, c'est dans vos organisations, qu'est-ce que vous faites sur ce terrain-là? Moi, j'ai cru entendre dire, parce que nous, le débat, il est arrivé à Biolay sur cette question, sur une investigation qu'on a menée un peu chez tous les fournisseurs, et on s'est rendu compte qu'il y avait une transparence très opaque, pour ne pas dire pas de transparence du tout, sur les approvisionnements un peu partout. Il y a des produits qui étaient extrudés en France, mais qui venaient voilà. On a aussi appris qu'il y avait des coopératives qui avaient des terres au Brésil et qui faisaient venir du soja du Brésil pour des filières tracées pour des poulets. Alors, je ne sais pas, est-ce que c'est vrai? Nous, enfin, en tous les cas, c'est ce qui nous a été dit en conseil d'administration. Et c'est ça qui a vraiment provoqué le fait qu'on a pris cette décision à Biolay, quoi. Et voilà, c'était un point. J'ai pris les OGM, j'aurais voulu parler du revenu ou des plafonnements des aides ou des choses comme ça, mais on va rester sur les OGM. Merci beaucoup. Allez, on prend une dernière question et puis après on fera des réponses et la conclusion au débat. Oui, alors moi, Patrick Baron, ex-adhérent de la coopérative dont on a le président sur la scène, mais ex parce que je suis en retraite. Voilà, moi j'ai toujours été devant la problématique du rôle de l'administrateur. L'administrateur représentant des producteurs et gérant de la structure. Et je trouve que là, il y a une ambiguïté. Comment, dans le même temps, on peut défendre l'intérêt du producteur et défendre l'intérêt de l'entreprise. Alors même si effectivement les intérêts sont liés, mais on voit bien à travers les crises, les différentes crises, la coopérative doit faire le mieux possible pour qu'elle continue à exister, puisqu'il a été donné l'exemple de coopératives qui ont disparu. Mais de l'autre côté, ce serait quand même bien qu'on ait un peu plus de rémunération. Et là, je pense qu'il y a à réfléchir à un nouveau système de concertation. Par définition, vous avez décidé d'être l'organisation de producteurs la plus parfaite et vous avez refusé ces organisations de producteurs qui sont en place dans les structures privées. Et puis moi, je pense qu'on devrait essayer de trouver une place au syndicat, au syndicalisme, dans le fonctionnement de ces entreprises. Je prenais l'exemple, je te l'ai pris quelques fois Hubert, dans votre conseil d'administration, il y a un représentant salarié et il participe à la gestion de l'entreprise, mais la négociation avec les travailleurs que sont les salariés, elle se fait bien